Tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et até já! Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Isabelle Ribeiro à mon micro. Isabelle est comédienne, chanteuse et est l'auteure d'une pièce de théâtre dans laquelle elle joue aux côtés d'un autre lusophone, Dan Inger. La pièce, Saudade d'ici et là-bas, parle de souvenirs d'émigration, de transmission identitaire et de saudade. Elle parle au portugais, mais pas uniquement, car comme le dit si bien Isabelle, nous avons tous dû quitter un jour un port d'attache, une maison, une région, et ce même si on est franco-français. La saudade, c'est selon le dictionnaire français Larousse, un sentiment de délicieuse nostalgie, un désir d'ailleurs, et selon le Robert, un sentiment mélancolique mêlé de rêverie et d'un désir de bonheur imprécis. Alors quelle que soit votre définition préférée, la saudade, c'est certainement ce que vous allez ressentir en écoutant le récit d'Isabelle, de ses souvenirs dans la cuisine au son de Radio Alpha, d'enfants au village avec sa grand-mère qui cousait des chaussures, ou encore de ses mois d'été au Portugal en famille. Plus que de simples souvenirs, Isabelle nous livre une véritable réflexion sur la double culture, le rapport à nos parents ou grands-parents venus en France pour une nouvelle vie, leur courage et leur force pour s'adapter à un pays dont ils ne connaissaient rien et parfois personne. C'est une déclaration d'amour et d'admiration qu'elle nous livre à travers sa douce voix, teintée d'une grande humilité et sincérité. Je vous laisse découvrir le récit d'Isabelle et até já! Alors, je suis Isabelle Ribeiro, comédienne et chanteuse. Je vis à Paris et ma famille est à Paris avec moi. Et mon père vient de Viana do Castelo et ma mère de Orval. Mes parents sont venus au Portugal dans les années 70, tout début 70. Chacun de leur côté, en fait, ils se sont rencontrés en France, à Paris. Mon père, je crois qu'il a suivi un peu les traces d'un de ses frères qui était déjà ici. Et ma mère a fait pareil aussi. Sa sœur était déjà à Paris. Et mon père, je sais pas trop, à part le fait, oui, qu'il voulait échapper, comme beaucoup, je pense, au service militaire. Puisque beaucoup de ses frères étaient déjà partis faire le service militaire. Je crois que ma grand-mère a dit « Non, toi, s'il te plaît, n'y va pas ». Et donc, voilà, il est venu en France dans cette optique-là. Et puis, je ne sais pas si c'était dans l'idée de rester longtemps, je ne sais pas. Ma mère, elle, avait cette envie d'un ailleurs. Ça, elle me l'avait dit. Elle sentait que là où elle était, il n'y avait pas de futur, quoi. Donc, la perspective de partir, c'était comme une ouverture, quoi, vers des possibles, en fait. Alors, mes parents, je ne sais pas trop, en fait, finalement, comment ils sont venus. Je crois que mon père, c'était à Salto. Mais les conditions, tout ça, je ne sais pas trop. Comme beaucoup d'enfants de Portugais de ces générations-là, je crois qu'on a très peu d'informations, qu'il faut aller pêcher maintenant, parce que le temps passe, et que c'est nécessaire de garder cette mémoire-là et de la transmettre. Donc non, je ne sais pas trop. Et ma mère, je pense que c'était des conditions peut-être plus agréables, j'ai envie de dire. Mais pareil, je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas. Donc voilà, donc je vais aller leur poser la question un peu plus précisément. Et puis, ce qu'ils ont fait, plein de petits boulots. Ma mère, je pense, beaucoup de ménage, comme beaucoup de femmes portugaises. Beaucoup de femmes étrangères tout court, hein, parce que, bon, t'es sans qualification, donc... c'est ce qui se présente le plus facilement. Et puis, petit à petit, je crois qu'en fait, elle a vu une annonce pour un travail dans la radiologie. Et elle a fait une formation et elle est devenue manipulatrice en radiologie. Donc, elle a été très, très heureuse de cette évolution de carrière. Et puis moi aussi. Et je suis très fière de son parcours. Et mon père, il a fait plein de boulots. Et puis, après, il s'est maintenu en tant que peintre en bâtiment. Et voilà, c'est quelqu'un de très perfectionniste
Et moi, j'étais heureuse de savoir qu'à chaque fois qu'il travaillait quelque part, les gens étaient vraiment très, très heureux de son travail. Le patron qui voulait le garder. Parce que voilà, il travaillait très bien, très perfectionniste, très, très soigneux, toujours. Et respectueux des lieux dans lesquels il était. Donc, ça m'a transmis beaucoup de valeurs, tout ça. Alors le Portugal, à la maison, il était présent à travers la nourriture, à travers la langue surtout. Hein, parce qu'on parlait portugais à la maison, ce qui fait que j'ai toujours parlé cette langue, hein, depuis toujours. Et puis aussi par la radio, on écoutait beaucoup Radio Alpha. Et donc voilà, il y avait toujours cette langue, ces chansons qui passaient, cette saudade qui était là dans la cuisine, beaucoup. Et, et puis, effectivement, on n'allait pas trop dans les associations. Donc, c'était des rencontres avec la famille, souvent, les week-ends. On allait voir la famille qui habitait en dehors de Paris. Donc, il y avait des petits jardins, puisque nous, on était dans un appartement à Paris. Et voilà, ça permettait des grillades, des moments, voilà, un peu de Portugal en France, quoi, possible. Et ça, c'était très agréable. Voilà, c'était mon lien. J'avais des cours de portugais quand j'étais petite. J'allais à l'école portugaise. Donc voilà, j'étais avec tous ces enfants comme moi. Et avec cette professeure qui nous parlait dans cette langue qu'il fallait bien maîtriser. Il fallait surtout pas parler le flinsuguês. Il fallait faire très attention. Alors, moi, j'ai la chance parce que mes parents ne parlent pas vraiment flinsuguês. Mais autour de moi, j'en entendais beaucoup, effectivement. Mais bon, l'idée était voilà, vraiment de maîtriser la langue parfaitement. Et on partait au Portugal tous les ans. Tous les ans, l'été. Il m'est arrivé d'y aller à Pâques, je crois, 2-3 fois, parce que mon père, lui, c'était toujours à Pâques aussi. Mais avec eux, l'été, un an sur 2, j'étais avec mes 2 parents en août, et je passais le mois de juillet avec ma grand-mère, parce qu'ils avaient leurs vacances en décalé, en fait. Et l'année suivante, c'était un mois avec ma mère, un mois avec mon père. Donc c'était des moments différents, mais très très précieux à chaque fois. Et c'était en avion. On n'avait pas de voiture. Et voilà, on avait là-bas un petit appartement. Au début, on était chez une tante, je crois, quand j'étais petite. Et après, mes parents ont réussi à s'acheter un petit appartement. Et c'était à chaque fois un moment très fort, quoi, d'arriver là-bas, d'être accueilli par cet oncle qui venait nous chercher, de voir ces routes changer, parce que tous les ans, il y avait eu des changements sur les autoroutes. Ah bon, mais c'est pas par là qu'on passe d'habitude? Oui, mais maintenant c'est par là. Enfin, chaque fois, c'était ça. Et puis, voilà, c'était un moment de joie très, très, très forte. Et puis après, ils ont réussi à avoir une petite maison. Et voilà, donc là, d'un coup, c'était la maison Portugal avec le petit jardin, tout ça. Voilà, les choses sont faites petit à petit. Et du coup, ça permet d'apprécier à chaque fois, en fait. Et les moments où je partais seule au Portugal, en avion, c'était ma grand-mère qui m'accueillait. Alors là, c'était énorme de la voir comme ça. Là, il y avait cette attente parce qu'on s'appelait toute l'année, toutes les semaines. Et là, de la voir comme ça... les enfants sortaient tous en dernier, on avait le truc autour du cou, là. Les enfants qui voyagent seuls avec l'hôtesse de l'air. Et puis voilà, c'était un bonheur, quoi, incroyable de la retrouver. Et c'était comment le quotidien chez ma grand-mère, c'était... moi, je jouais beaucoup. C'était une grande maison, ça faisait presque un peu riad, comme ça. Enfin, c'était un truc qui me semblait immense, en tout cas, moi, quand j'étais petite. Et j'avais mes jouets partout, parce que évidemment j'allais charger de poupées, de Barbie, de livres, voilà, plein de choses pour m'occuper. Mais finalement j'avais déjà plein de choses à faire sur place. C'était aller avec elle aussi dans un terrain, en fait, où elle allait cultiver des choses. Et donc je partais avec elle et je jouais avec d'autres enfants pendant qu'elle travaillait. Et puis elle me mettait sur ce chariot comme ça, c'est drôle. Et puis voilà, et c'était partager son quotidien, son rythme, parce qu'elle travaillait un petit peu aussi. Elle faisait des chaussures avec d'autres femmes du village. Elle cousait des chaussures en cuir. Alors moi, je les regardais comme ça travailler. Je trouvais ça incroyable, quoi, de voir toutes ces chaussures là qui prenaient forme. Je me dis, ah bon, mais je croyais que c'était dans des usines. En fait, non. Enfin bon, c'était assez étrange pour moi, mais c'était les moments agréables d'entendre toutes ces femmes parler, quoi.
de leur vie. Et puis c'était intéressant d'être au milieu de ces femmes parce que déjà c'était des générations différentes, elles n'avaient pas toutes les mêmes âges et effectivement j'ai l'impression qu'elles parlaient de choses que je connaissais pas, quoi. De monde, de rapport avec les autres. Après, il y avait parfois des petits ragots, des trucs comme ça. Mais pas du côté de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle n'était pas du tout ragot ni rien. Elle était pas comme ça. Elle aimait pas ça, d'ailleurs. Elle aimait pas parler des autres et tout ça. Donc, elle écoutait comme ça. Bon, après, elle proposait un autre sujet de conversation parce qu'elle aimait pas trop ça. Mais oui, ça racontait un quotidien qui m'était à la fois étranger et en même temps que j'avais l'impression de connaître, quoi, intérieurement. Donc, je sais pas trop comment l'expliquer. Il y a beaucoup de choses comme ça quand je parle du Portugal ou de mon enfance que j'ai du mal à expliquer parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti, quoi. Comme une vie intérieure, en fait, vraiment. Alors, ma relation avec le Portugal, elle a évolué, oui. En fait, petite, c'était normal finalement de partir en vacances, d'entendre une autre langue, de manger des choses différentes. Tout ça, c'était complètement normal. Et puis, je crois qu'à un moment, j'ai quand même voulu que Isabelle, on l'écrive 2 LE. Pour faire un peu comme les copines, mais ça n'a pas duré bien longtemps, parce qu'après, je me rappelle une fois un rendez-vous à la mairie, on m'avait dit: est-ce que vous voulez franciser votre nom, votre prénom? Je dis: comment ça? Bah, Ribeiro, Rivière, tout ça. Je fais: non, pas du tout, c'est Ribeiro, ça reste comme ça. Et Isabelle: non, EL, c'est très bien, ça reste comme ça. Donc toute ma vie, je devrais dire EL à la fin, le préciser, mais en fait, pour moi, c'était une façon de me positionner, quoi, en fait. De dire, bah non, en fait, j'ai un prénom qui s'écrit différemment et un nom différent, mais c'est mon identité, quoi. Et pendant longtemps, il y a eu effectivement, je pense comme beaucoup de personnes d'une autre origine qui ont qu'une double culture, c'est de se dire mais je suis quoi en fait, quoi. Je sais pas, je suis ni portugaise ni française. Quand je suis ici, bon bah effectivement, je me rends compte que bah, c'est un petit peu différent des autres. Et quand je suis là-bas, bah, on me dit la petite française. Donc qu'est-ce que je suis, quoi. Et puis, mais ça m'a pas perturbée plus que ça, juste j'y réfléchissais de temps en temps, bon, et en fait je me suis dit, bah non, mais je suis faite de ces deux cultures et je suis peut-être même plus parisienne que française, hein. Souvent c'est ce que je dis, c'est que moi je suis passionnée par l'histoire de France, par exemple, moi je suis une dingue d'histoire, mais c'est pas mon histoire, je me rends compte que c'est pas la mienne en fait. Et que mon histoire française, elle a démarré quand mes parents sont arrivés en France. Sinon, mon histoire avec un grand H, ça se passe là-bas. Et maintenant ici, mais en tout cas à la base, c'est là-bas. Donc en ça, je me sens très parisienne, parce qu'en plus je suis née à Paris, tout ça, j'ai des réflexes de parisienne quand je vais un peu partout, je suis un peu, voilà, bon, c'est la parisienne de base, on va dire, avec tous les avantages et les inconvénients, mais très lusophone, quoi. Par contre, je sens qu'en moi, il y a des réactions très portugaises, quoi. C'est très... je sais même pas si je peux expliquer, quoi. C'est organique, quoi, pour le coup. Après, je peux rêver, je peux penser, je peux... Parfois, dans une façon de parler, souvent, on m'a déjà dit: c'est marrant, quand tu parles, tu chantes un peu. Et je pense que c'est parce que le portugais, c'est chantant. Je vais pas parler droit comme un français. Je sais pas, enfin, je m'en rends pas... Je contrôle pas. Mais c'est des petites choses comme ça, ouais. Et puis, dans des réactions, dans la cuisine... Enfin, dans le... Ouais, je peux pas... Je sens qu'il y a quelque chose d'autre en moi, il y a quelque chose qui coule, quoi, dans mes veines, qui est pas complètement d'ici, quoi. Mais j'arrive à faire coïncider les deux, je pense. Plus le temps passe et plus je sens que j'ai pas non plus à revendiquer quoi que ce soit, en fait. Je suis ces deux cultures-là et c'est une richesse incroyable. Alors moi, je voulais faire plein de choses quand j'étais petite. Je voulais être fleuriste, je voulais être chanteuse d'opéra, je voulais être plein de trucs. Je voulais faire du dessin, beaucoup de dessins animés. Puis après, avec l'arrivée des ordinateurs, je dis: ah mais non, mais moi je veux du crayon et du papier, moi. Donc voilà, j'ai voulu faire toujours plein de choses. Et jusqu'à ce qu'en fait, j'ai une espèce
de coup de foudre pour un texte, qui est donc Cyrano de Bergerac. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais en fait, là, tout ce que je ressens, je veux pouvoir le dire sur scène et que les gens puissent le ressentir aussi, quoi. Parce que c'est tellement fort ce qui se passe en moi, là, quand je lis ce texte, quand je lis ces mots. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, faut faire du théâtre, quoi. Mais j'avais peur, en fait, de sauter le pas. Alors pourtant, je faisais du chant, de la danse à côté, mais le fait de jouer, je sais pas, il y avait un truc qui me bloquait, quoi. J'osais pas. J'avais peur de pas avoir le niveau, quoi, tout simplement. Alors que finalement, faut le travailler, tout simplement. Et donc voilà, donc moi j'ai continué à faire du chant. Même j'avais une prof de chant, c'était en primaire, qui avait dit à mes parents, il faut absolument l'inscrire dans une école études et chant, parce qu'il y a quelque chose, quoi. Et mes parents m'ont dit, est-ce que tu as envie de faire ça? Je dis, oh non, non, et moi je vais pas laisser mes copines. Donc finalement, voilà, j'ai continué avec mes copines, je ne suis pas allée dans cette école-là. Mais ces choses-là sont restées, quoi. Il y avait des gens qui avaient vu quelque chose en moi et qui le valorisaient. Alors bon, mais moi, c'était pas suffisant parce que moi, je ne le valorisais pas, moi. Mon regard à moi n'était pas suffisant, quoi. Et donc, voilà, et le temps est passé, et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait sauter le pas parce que c'était trop fort, en fait. Et donc, j'avais déjà une petite vingtaine d'années quand je me suis inscrite en école de théâtre. Et là, dès que j'ai commencé à être sur la scène et que j'ai commencé à travailler les textes classiques et contemporains, alors là, je me suis dit, ok, d'accord, c'est là que ça se passe, en fait, vraiment. Sans oublier le chant et la danse toujours, et puis se rendre compte que c'est un ensemble. En France, on a tendance à catégoriser, mais on a besoin de tout ça ensemble, en fait, quand on est sur scène. Et voilà, et c'est notamment la répétition d'une pièce. Moi, je faisais partie du chœur des jeunes filles, c'était le Esther de Racine. Je faisais partie du chœur des jeunes filles, j'assistais à une répétition de la comédienne principale, en fait. Quand je l'avais travaillé avec ce metteur en scène qui la dirigeait et tout, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, là. Ce qu'elle faisait, elle, ce qu'elle proposait, je trouvais ça énorme. Lui, les directions qu'il lui donnait, le fait que parfois elle n'y arrive pas, que ce soit difficile, elle a envie de pleurer, elle était épuisée, tout cet investissement comme ça, je me suis dit, ah ouais, non, mais ça, c'est vivant, quoi. Il y a quelque chose d'organique qui se passe là devant moi et je veux vraiment toucher ça, quoi. Voilà, c'était plein de petits éléments déclencheurs comme ça, jusqu'à ce que je me lance, quoi. Après cette école de théâtre, très rapidement, j'ai joué, en fait. J'ai joué dans Key West, qui est une pièce très forte aussi de Coltès. Et tout s'est enchaîné, en fait. J'ai enchaîné les pièces, c'est-à-dire que soit je continuais les projets avec je faisais de nouveaux projets avec les personnes avec qui je travaillais déjà, ou alors on me voyait jouer, donc on me proposait des projets. J'ai pas été, moi, vraiment à l'initiative de quelque chose, en fait. Moi, je suis plutôt une suiveuse, à la base. Souvent, moi, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées, plein de trucs, mais alors après, quand il faut sauter le pas, c'est une autre histoire. Mais voilà, et bon, jusqu'à ce qu'effectivement je vienne à écrire ce texte, mais pareil, ce sont des gens qui m'ont poussée et qui m'ont dit, ça fait longtemps que tu veux traiter de ce sujet-là, c'est maintenant, quoi. Donc on attend en fait quelque chose qu'on va finir par proposer, donc dépêche-toi de l'écrire, en fait, t'as plus le choix. Et de me sentir pressée comme ça, j'ai pas eu d'autre choix que d'y aller, quoi, d'écrire. Et écrire cette pièce, Saudade, ça a été difficile au début parce que je savais pas du tout quel axe prendre. J'avais envie de parler de plein de choses, mais c'était trop de choses et qui allaient pas forcément, enfin qui avaient du mal à se mêler et il fallait vraiment choisir un axe très précis parce qu'on peut pas parler de tout. Bon. Il faut parler bien d'une chose, en tout cas, déjà. Et je crois que ceci, parce que ça me touchait tellement, j'avais pas la distance, en fait, nécessaire. Dès que je me mettais à écrire un truc, je me mettais à pleurer. Enfin, ça sortait en tous les sens. Je suis ok, non, là, c'est pas possible. Là, il faut que je passe un cap, sinon ça va jamais avancer, en fait. Il faut que j'arrive à créer une certaine distance, quand même. Et donc, j'ai fait une pause. J'ai beaucoup écouté de témoignages. J'ai regardé beaucoup de documentaires. J'ai lu des choses. Et en fait, je me suis dit, voilà, je me suis nourrie de tout ça. Je me suis dit, mais en même temps, maintenant que tu as tout ça, pars de toi. Parce que c'est en partant de soi qu'on arrive vraiment à toucher les autres. Cette phrase de Tolstoï qui m'a beaucoup inspirée, si tu veux parler de l'universel, parle de ton village. Et je me suis dit, effectivement, oui, c'est ça, c'est en partant de soi, quoi, qu'on touche à tous. Et voilà, j'ai réussi à écrire donc cette pièce. C'était tous les soirs jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Enfin, c'était la nuit. Surtout que j'écrivais quand tout était au calme dans la maison et que je pouvais vraiment... m'isoler et me concentrer.
Alors ce projet, en fait, avant d'être une pièce, il y a plusieurs années, je réfléchissais à un documentaire. Et je voulais interviewer des personnes qui sont venues en France, raconter un petit peu leur parcours, raconter aussi les émotions par lesquelles elles sont passées, en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'on ressent quand on doit partir, quand on est poussé à partir, et puis quand on arrive quelque part, dans un lieu qu'on ne connaît pas, qu'on entend une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait plus lire, plus écrire finalement d'un coup, quoi. Et la peur qu'on peut ressentir aussi de devoir tout laisser, parce que je pense qu'on voit bien autour de nous qu'il y a encore que ces histoires se passent, hein, dans tous les pays, ça arrive encore, et on juge trop facilement, alors que nous-mêmes nous descendons donc de personnes qui sont passées par ces chemins-là, et c'est quand même inscrit en nous. Donc en fait, il y a une espèce de bataille comme ça intérieure, et donc je voulais comprendre tout ça. Et puis le documentaire ne s'est jamais fait, parce que voilà, pour des questions de temps. Et puis après, j'ai eu un bébé, mon petit garçon, et donc voilà, j'étais axée sur d'autres choses, mais finalement, c'est toujours resté là parce que à travers mon fils, il y avait ce besoin aussi de transmettre, quoi. C'était très très important, quoi. Comment j'allais raconter l'histoire de ses grands-parents à ce petit garçon, comment j'allais raconter l'histoire de cette famille, de toutes ces personnes, et aussi l'importance de transmettre une culture, mais comment la transmettre en fait, par quel biais passer. On voit que dans chaque famille c'est très différent. Il y a des gens qui vivent ces origines de façon très différente. Lorsque je faisais les interviews pour Luso-Journal, j'ai eu beaucoup de témoignages différents d'artistes luso-descendants comme moi, et il y en avait certains qui me disaient « Ah non, mais moi le Portugal, j'ai pas trop de liens, pas plus que ça », d'autres qui étaient complètement à fond et tout, et je me suis dit c'est quand même incroyable ces différences en fait. Sans juger, pour moi c'est très important de pas être du tout dans le jugement, alors que moi par exemple je suis à fond là-dedans, quoi. Je me disais, moi il faut que j'arrive à comprendre aussi en fait ces personnes-là, parce que c'est c'est leur histoire, donc je dois le respecter, mais je veux surtout comprendre. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait plein de jeunes générations qui avaient un lien plus ou moins distant, quoi, avec les origines. Et je me suis dit, ben, ça aussi, je dois le raconter, et sans chercher à donner de leçons, dire quand même que c'est dommage. Parce qu'à un moment ou un autre, dans ta vie, ça va ressortir, ce truc-là, en fait. Si c'est pas tout de suite, c'est plus tard, à l'âge adulte, ou plus tard, en ayant des enfants. Et à un moment, ça ressort. On peut pas tasser comme ça, sous la terre. C'est pas possible. Ça se contrôle pas, quoi. Et donc voilà, donc il était important pour moi que dans cette pièce, il y ait un petit peu tous ces cas de figure, et que je puisse toucher, donc que je puisse raconter cette histoire des immigrés, et en même temps raconter un petit peu qu'est-ce que c'est d'être enfant d'immigrés. Donc on a construit la pièce en 2 parties. Il y a une première partie qui se passe dans le présent, et là c'est une fratrie. Donc, en l'occurrence, c'est le frère et la sœur, Idalio et Johanna, qui sont au Portugal dans le cadre de la vente de la maison familiale. Les parents ne sont plus là. Et ils sont accompagnés de leur neveu, Manu, qui vient de Belgique. Et donc déjà, les âges sont différents. Et lui, donc, son rapport au Portugal n'est absolument pas le même que la tante, et ni même que l'oncle. Déjà, entre la sœur et le frère, il n'y a pas du tout le même rapport aux origines. Parce que donc, Idalio représente en fait tous ces enfants qui sont venus en France petits, et qui ont donc vécu ce déchirement, et qui ont ensuite vécu du racisme, arrivés en France, et qui ont rencontré des difficultés pour s'intégrer. Et ensuite, il y a ce personnage de Johanna qui, elle, représente ceux qui sont nés en France, et qui ont un autre rapport, qui n'ont pas souffert vraiment de tout ça. Et donc voilà, Manu qui représente toutes ces générations, qui est un peu ouais, bon, c'est sympa, mais pas plus que ça. Oui, pas Pasternat, je connais, mais voilà, quoi. Ouais, c'est des trucs un peu clichés. Et voilà, donc et on voit que dans cette première partie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de comptes à régler quand même. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, beaucoup de choses enfouies, et tout ce rapport aux origines et au parcours de ses parents, et à ces bagages qu'on porte qui sont pas les nôtres. J'ai ressenti ça dans ma vie, souvent une espèce de tristesse, un truc, mais c'était pas à moi, quoi. Et donc j'ai voulu traiter ça aussi dans la première partie de la pièce. Et la deuxième partie de la pièce, on repart au Portugal dans les années 60, et là on voit les parents quand ils étaient jeunes, avant leur départ. Et avec, en tout cas pour lui, pour Manuel, donc le personnage du grand-père,
voilà, plein de fougue, d'énergie pour partir, même si c'est dur, mais voilà, avec ce côté très combatif, quoi, ce truc que c'est pas ici, quoi, que je vais y arriver, c'est en partant que je vais y arriver. Et elle, Hilde, pour qui ça a déjà été dur de quitter sa famille en province pour venir à Lisbonne, et donc qui se voit vraiment pas partir, quoi, que ça lui fait très très peur, alors qu'elle a des rêves de chanteuse, de tout ça, au Portugal, et en fait de se rendre compte que ça va peut-être pas être possible et qu'il va peut-être falloir partir et quitter de nouveau tout le monde. Voilà, un vrai déchirement qui s'annonce pour elle, sur fond de révolution des œillets. Voilà, on a essayé de toucher un petit peu à tout ça pour raconter ceux qui ont fait cette histoire, et pour raconter à tous ceux qui connaissent pas toute cette histoire qui est à la fois du Portugal et l'histoire de la France et des autres pays aussi francophones, bien sûr. Parce qu'on ne parle pas assez de tous ces Portugais qui ont participé à la construction de ces pays, finalement. C'était important pour moi de rendre hommage à toutes ces générations-là, parce que on l'a souvent appelée la communauté silencieuse. On n'entendait pas trop parler des Portugais, ils faisaient pas de vagues. Et pourtant, ils étaient bien là, courageux, travailleurs. Et il était important pour moi d'apporter ma pierre un petit peu. C'est-à-dire que je pouvais pas me dire tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils aient fait tous ces sacrifices pour nous et qu'on n'en fasse rien, nous. Alors, il y a plein d'artistes qui en ont parlé. Et c'est super. Et moi, j'ai voulu aussi contribuer à ça, parler d'eux, leur donner des prénoms, des visages, pour les remercier, leur rendre hommage. Déjà, premièrement, moi, mes parents, et puis mes oncles et mes tantes, parce que j'en ai qui sont vraiment venus en France dans des conditions très difficiles, traverser les Pyrénées à pied, enfin bon, c'était comme beaucoup. Et puis tous ces gens autour que j'ai rencontrés, les amis de mes parents, et tous ceux que je connais pas, mais que voilà... que je sais bien présent, bien là, et voilà, je voulais leur dire merci, et que on n'oublie pas qu'on sait d'où on vient, qu'on est tellement fiers d'eux, parce que ce sont des générations qui sont très très humbles, qui revendiquent rien, qui se plaignent jamais, qui sont tellement, tellement dévoués aussi à leurs enfants et petits-enfants, et en fait, sont des vies de travail, de courage, mais et j'espère que nous, par nos parcours à nous, on leur rend aussi un petit peu hommage, et qu'ils sont fiers de nous, comme nous, en tout cas, on est fiers d'eux, et pouvoir leur dire de pouvoir leur dire merci, quoi. Le metteur en scène de cette pièce, Alexis Dessau, qu'il souhaitait qu'on raconte cette histoire-là, mais en même temps qu'on ne soit pas dans quelque chose de trop, comment dire, qu'on ne soit pas dans le pathos, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'écrivais la pièce et qu'il relisait en fait chaque scène, il me disait assez franchement, non, ça tu coupes, ça c'est bon, ça, essaie de parler de ça, Donc ça m'a bien guidée, ça m'a bien canalisée, parce que le fait que lui soit français et qu'il n'ait pas ce rapport aux origines, ça a permis de ne pas aller trop dans un truc non plus émotionnel, parce que parfois quand j'écrivais, il y a des trucs qui sortaient, qui avaient besoin de sortir, je pense, et au moins ils sont sortis, même s'ils ont été retirés, mais voilà, c'est sorti. Mais en tout cas, voilà, ça a été très intéressant d'avoir ce regard d'un Français sur cette histoire qu'on voulait raconter. Pour pas que ça non plus trop, comme on dit, porto-portugais, je sais pas comment on dit, au moins là, il y a un regard un peu étranger, et qui enrichit justement, qui nous permet d'aller à l'essence même de ce qu'on veut raconter, en fait. Donc ça, c'était très très intéressant. Alors déjà, la pièce Saudade, ici et là-bas, c'est une pièce dans laquelle il y a du jeu, du chant, il y a des images projetées, donc voilà, il y a plusieurs dimensions, ce qui permet de toucher cette histoire de façon différente, et que cette histoire vienne à nous, vienne au public de façon différente. Pour m'accompagner dans cette pièce, j'ai fait appel à Dan Inger dos Santos et à Simon Guilaine. Donc Simon Guilaine, c'est un ami belge qui est musicien, accordéoniste, et il joue de la vielle aussi, un instrument que j'ai découvert du coup.
Et en fait, ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec lui, mais je savais pas comment. Et quand j'ai écrit la pièce, je me suis dit, ah, c'est super, tu vas travailler avec nous. Écoute cette chanson, parce qu'il y a une chanson qui m'a beaucoup inspirée aussi pour la pièce, c'est Horizont de Teresa Salgueiro. Et en fait, ça l'a complètement branché, mais je me suis dit, d'accord, alors maintenant, c'est comment je t'intègre dans ce projet, toi, musicien belge, qui n'a rien à voir avec le Portugal. Et en fait, c'est autour de lui que j'ai créé ce personnage de Manu, quoi, ce jeune qui a pas plus d'attache que ça. Bon, sa mère lui a parlé du Portugal, il a des souvenirs vagues, vovo, vovó, ti, ou des mots comme ça. Mais bon, c'est tout, quoi. Voilà, il n'y est pas allé trop souvent au Portugal. Donc voilà, il a collé vraiment très très bien à ce personnage et ça m'a aidé d'ailleurs à la construction même du rapport entre les personnages, quoi. Je suis un peu partie de lui aussi et comment se positionner par rapport à lui. Et donc, j'ai trouvé ensuite ses rôles de l'oncle et de la tante. Et pour le personnage de Idalio, et donc de Manuel dans le passé, donc j'ai fait appel à Dan. À la base, j'ai posé une annonce sur les réseaux sociaux, j'ai demandé, voilà, je cherche un comédien, un musicien. Je pensais un peu à lui, mais sans trop le formuler, parce que je voulais voir s'il y avait aussi une motivation de sa part. Et en fait, il a été le premier à répondre et on a beaucoup discuté et j'ai senti qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose et qu'il avait vraiment en lui de ces personnages-là, quoi. Et déjà dans son travail, il défend toute cette portugalité et je sentais qu'il avait des choses à dire, mais autrement que par ses chansons. Et que le jeu, qu'il y avait une maturité en lui, qu'il y avait quelque chose qui pourrait sortir sous forme de jeu, quoi. Et donc, avec le metteur en scène, on s'est concerté et puis on est tombé assez rapidement d'accord. Et voilà comment l'équipe est née et comment l'histoire s'est construite, parce qu'en fait, l'équipe était formée et la pièce n'existait pas vraiment encore. Elle était écrite au fur et à mesure. Puis parfois aussi, Dan me donnait des idées, il me disait « essaye de parler de ça », puisqu'il a une bonne connaissance sur le sujet. Et voilà, donc ça a pris forme comme ça. Même pendant la résidence, il y avait encore des choses qui s'écrivaient, qui se modifiaient. À l'écoute aussi du texte, dans leur bouche, je sentais si c'était juste ou pas, ou s'il fallait modifier. C'est ça le spectacle vivant, c'est intéressant, quoi. C'est que ça bouge toujours, quoi, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à un moment où là, il n'y a plus rien à toucher, quoi. Donc c'est un travail qui est toujours en process, quoi. Alors les retours de la pièce ont été très touchants. Le public portugais, alors lui, il était très très heureux qu'on parle de lui, mais très touché surtout. Et ce qui est assez incroyable, c'est tous ces gens qui viennent nous parler à la fin et nous raconter leur vie. Donc, parce que voilà, c'est des générations qui n'ont pas raconté en fait leur parcours. Et là, d'un coup, les langues se délient, quoi. Et c'est un petit peu aussi le but de cette pièce. Et donc, on va les voir. Et puis, ah, ça va, ouais, c'était super. Parce que moi, en fait, j'ai quitté le pays à telle année, j'ai fait ça, ça, ça. Et j'ai fait ça comme ça. Et je dis, mais c'est incroyable, en fait, cette personne, je la connais de nulle part et elle me raconte toute sa vie. Je trouve ça génial. Et ils sont hyper touchés parce que on parle d'eux, quoi. On parle d'eux, qu'on parle bien d'eux aussi. Et puis les jeunes, on sent que ça leur donne envie de connaître plus, quoi. Ils nous disent, maintenant j'ai envie de poser des questions. Donc ça, c'est super intéressant. Et tous ceux qui n'ont pas de lien avec la culture portugaise, alors là, c'est très, très, très touchant aussi parce que, en fait, ils sont complètement remués par l'histoire, soit parce que eux-mêmes, de toute façon, je pense que tout le monde a dû quitter un port d'attache à un moment donné, quoi, hein. Une maison, une région, même si on est franco-français, si on est à Paris, à la base, on n'est pas de Paris, en fait. Donc, il a fallu quitter sa région, sa famille, pour venir à Paris. Donc, on a tous quitté quelque chose, et donc cette pièce, elle raconte ça, quoi. Ce qu'on quitte, mais comment on le garde en soi et comment on le transmet, quoi. Et donc, on est tous touchés par ça. Et les gens qui sont donc non portugais et qui sont émus par la pièce et heureux, quoi, nous, ça nous touche beaucoup et on se dit, bon, c'est gagné, quoi, en fait, parce qu'au-delà de ce contexte lusophone, hein, qu'il y a dans la pièce, et en fait, on a réussi à toucher encore d'autres personnes. Et donc, c'est un peu un pari gagné, quoi. Ouais, c'est une histoire qui rassemble, c'est très universel, en fait. Et puis c'est tellement... c'est un écho aussi avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Quand on regarde les infos, qu'on voit ce qui se passe, toutes les histoires se ressemblent, hein. Il
Il n'y a pas d'histoire plus importante ou plus... Toutes les histoires se ressemblent. Donc en ça montre à quel point on est tous pareils et on ressent tous les mêmes émotions. Soda d'ici et là-bas m'a permis de prendre confiance, en tout cas, et à me donner une légitimité dans le fait de raconter cette histoire-là. Je me suis dit, ok, donc ce que je raconte est vrai, ce que je raconte plaît et touche les gens, donc je peux me permettre d'explorer un peu plus. Non pas que je ne pouvais pas avant, mais là d'un coup, je me suis rendu compte que, en tout cas, on m'écoutait. On pouvait m'écouter. Et pourquoi pas effectivement décliner de façon différente un peu cette aventure. Alors bon, la pièce, on a envie qu'elle vive très longtemps et on va tout faire pour. Mais ça m'a donné envie d'aller encore plus à la rencontre de toutes ces personnes. Après, ça peut être par du podcast, ça peut être par la caméra, ça peut être... je sais pas trop comment, je sais pas. Après, il y a plein de gens qui le font déjà aussi très bien. Pourquoi pas se mettre aussi un peu tous ensemble, voilà, réunir nos forces tous, voilà, comme tu fais déjà toi, comme font d'autres réalisateurs autour de nous. Ça pourrait être intéressant. On est une génération aujourd'hui qui a vraiment le besoin de raconter. On le sent bien. Au départ, on se destinait pas à ça, et puis à un moment dans nos vies, on s'est rendu compte qu'il fallait, quoi. Il fallait parce que nos parents vieillissent. Si c'est pas nos parents, ce sont nos grands-parents en fonction des âges des uns des autres. Et soit ils sont plus là, soit les choses s'oublient aussi petit à petit. Enfin, en tout cas, nous, on sent bien qu'il faut garder cette mémoire, quoi, qu'il faut la transmettre. Il y a une urgence quand même. Non pas pour revendiquer, et même cette pièce, pour moi, ça n'a jamais été pour revendiquer quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour raconter, quoi. Pour raconter, garder, transmettre. Et en fait, il faut effectivement qu'on continue à trouver les moyens pour ça, quoi. Et moi, j'espère, oui, pourquoi pas, développer ça de différentes façons. Alors, bon, voilà, j'attends les contacts. Non, je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça précise, mais ce qui devra se faire se fera. En tout cas, je nous sens bien motivés, là, toute cette génération-là, et je suis très, très heureuse. Les générations la plus jeunes qui font des choses, ils racontent encore autre chose. Nous, notre génération, on a vraiment vu ça de près, quoi. L'histoire de nos parents, c'est pas pareil. C'est vraiment pas la même chose. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment qu'on essaye de se rencontrer, qu'on essaye de vraiment mettre nos forces en commun, parce qu'on a plein de choses à raconter. En tout cas, qu'on se soutienne tous dans nos projets, parce qu'on voit qu'on est tous dans un même objectif, quoi, en fait. Vraiment un objectif commun de maintien de cette mémoire-là. Ça passe par la BD, ça passe par les films, ça passe par la musique, par des radios, des podcasts. Il faut vraiment qu'on se dise, et même par la pâtisserie, la cuisine, tout ça. Donc il faut vraiment qu'on se soutienne tous, c'est très très important, parce que notre but en fait est le même finalement. Jouer en Belgique, au Luxembourg, parce qu'il y a toute cette communauté dont on parle pas. Et puis moi, c'est des histoires que je connais pas vraiment, en fait. Moi, je parle beaucoup des Portugais de France, mais les Portugais de Belgique ou du Luxembourg, ça m'intéresse beaucoup aussi, d'aller à leur rencontre et qu'ils puissent raconter aussi leur histoire à l'issue de la pièce, qui sait. Portugal, on aimerait bien, parce qu'il y a beaucoup de Portugais retournés au Portugal, à la retraite, et je pense qu'ils seraient contents de voir qu'on parle d'eux sur scène. On aimerait bien, ouais. Et puis, en fait, moi déjà, quand je voulais faire le documentaire, c'était aussi pour que les Portugais connaissent ce par quoi sont passés ces émigrés, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été tues, parce qu'il y a eu une grosse incompréhension, et les rapports n'étaient pas terribles. Après, on sait bien que pour les Portugais partis, quand ils retournent en vacances, il y a toujours un côté un petit peu... Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore vraiment le cas,
Peut-être, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on sentait qu'on leur faisait un peu payer le fait qu'ils étaient partis, quoi. Et moi, il est important que les Portugais, en fait, se disent qu'ils n'étaient pas partis en vacances, hein, que c'était vraiment très très dur les conditions par lesquelles ils étaient passés et les conditions d'accueil en France, parce que les bidonvilles, tout ça, je sais pas s'ils ont déjà vu des photos, quoi. Ce serait bien qu'ils le voient, parce que là, je crois que ça leur changerait un petit peu cette image-là. Donc en fait, oui, aller au Portugal, ce serait important pour nous. Alors il faudrait donc, je pense, surtitrer la pièce, parce on va pas la jouer en portugais, hein, parce que l'un des comédiens n'est pas du tout portugais, donc je pense que pour lui, ce serait juste un peu compliqué. Mais ouais, on aimerait beaucoup pouvoir la présenter aux francophones là-bas, mais aussi aux Portugais vraiment de là-bas, quoi. Et puis dans la pièce, en fait, les chansons sont en portugais, mais pas que. En fait, on a vraiment voulu qu'il y ait un fil conducteur lusophone. Donc à un moment, il y aura même une chanson, deux d'ailleurs, deux chansons en français, mais sauf qu'il y en a une qui est chantée par Marley Rodrigues à la base, et la deuxième, elle est chantée par Mayra Andrade. Donc il y a toujours quand même une touche lusophone dans le choix des chansons. Le choix des chansons, d'ailleurs, c'est en fait, c'est pas chanter pour chanter, hein, dans la pièce, c'est à chaque fois une continuité de la situation de jeu. C'est une continuité dans le dialogue, de la pensée du personnage, en fait. Ça, c'est vraiment très important pour nous quand on a dit on veut de la chanson dans le spectacle, mais il faut pas que ce soit chanter pour chanter, sinon ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que dans les scènes du passé, qui se passent en général na tasca, puisque le personnage de Hilda et Emmanuel, donc ils chantent dans les tasques en fait. Et donc là où c'est vraiment assumé, voilà, on est face publique, et là c'est assumé, on fait tomber le quatrième mur et on chante, quoi. Sinon le reste du temps, c'est vraiment une continuité dans le jeu, dans le dialogue. Mais ma mère, elle a toujours été très, très suiveuse, hein, de tout ce que je faisais. Elle est toujours venue voir quand je jouais, quand je chantais. Elle était toujours là dans la salle, quoi. Toujours, toujours, depuis toute petite. Mon père aussi. Et après, par contre, pour le théâtre, un peu moins, parce que le théâtre, c'était pas trop son truc. Et j'ai quand même réussi une fois à le faire venir au théâtre. Il est venu voir une comédie dans laquelle je jouais. Il a rigolé pendant tout le truc. Je me suis dit, bon, bah, ça va, il passe un bon moment. Mais c'est vrai que il y a toujours une pudeur aussi à aborder ce travail-là à la maison, quoi. Parce que même moi, je crois que j'avais eu du mal à accepter, en fait, de prendre ce chemin-là, parce que je me disais, mais alors attends, mes parents, ils ont fait tout ça pour que je sois sur scène, quoi. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Et donc, il y avait une espèce pas une honte, mais un truc, je me disais, bon, c'est peut-être pas si bien que ça, c'est peut-être pas autant de valeur que ça, quoi, parce que je devrais peut-être faire autre chose, parce que tous ces sacrifices, il faut quand même que je fasse un vrai métier, un vrai... Et en fait, bah, finalement, avec ce que je fais aujourd'hui, je me dis, bah, tout ça a servi à ce que je les raconte. C'est drôle, parce que c'est marrant, c'est maintenant que je suis en train d'y penser. Non, c'est vrai. C'est de se dire que finalement, peut-être que tout ça a servi à ça, quoi, que je puisse parler d'eux et puis d'élargir des autres, parler des autres et voilà. Et que si j'avais pas pris ce chemin-là, ça n'aurait pas été fait et puis j'aurais peut-être pas pu leur dire merci publiquement à haute voix. Et ouais. Il faut avancer, quoi. En tout cas, il faut avancer parce que il y a une libération qui est nécessaire pour tous. Pour eux, pour qu'à un moment donné, ils s'apaisent. Et puis nous, pour qu'on avance, quoi. Et pour qu'on transmette aussi à nos enfants sur quelque chose d'un peu léger, quoi. Tu vois, c'est déjà... Le monde n'est pas facile. Le monde est dur, quoi. Donc si en plus on leur met cette chape, là, attends, non. C'est pas grave, hein. C'est un parcours, c'est génial. Et puis bah, maintenant, t'en fais quoi de tout ça? Et puis... à toi de jouer, quoi. À toi de jouer maintenant. Et nous, bah, moi, je fais mon truc, mon chemin, et maintenant à toi de faire le tien avec tout ça et cette richesse incroyable. Et qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu ne veux pas garder? Parce que tu peux dire non, ça, j'en veux pas, en fait. Tu peux t'en libérer et hop, et continuer, quoi.
Merci Isabelle d'avoir accepté de me confier tes souvenirs et les détails de la naissance de cette pièce de théâtre musicale que je vous encourage à découvrir. Vous pouvez suivre Isabelle sur Instagram, mais aussi sur Facebook, sur le compte Saudade ici et là-bas, où vous trouverez les prochaines dates. Un grand merci pour vos retours suite à la diffusion du dernier épisode. Merci de me rappeler que tous les parcours sont différents, mais que l'on peut retrouver des réponses à sa propre histoire à travers les récits des autres. Retrouvez-nous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger sur l'épisode. La playlist de l'invité est à retrouver sur le site www.agauche-podcast.com. Elle s'est donnée du mal, donc allez vite la découvrir. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref!